Dans la suite de cette journée, on va vous proposer deux tables rondes, l'une à la suite de l'autre. Une première qui va être sur, on revient un peu sur deux expérimentations, en tout cas deux projets structurants. Donc, je vais appeler Thierry Coulomb, délégué de la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais. On va excuser M. Luc Grart, directeur général de la Terre du Nord, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui, mais il sera fidèlement, les propos en tout cas seront fidèlement retracés par Thierry. Et puis j'appelle sur le hub territorial Bretagne, Antoine Potier, qui est chef de projet, donc hub territorial pour un numérique inclusif, et Clotilde Dureau, chef de projet inclusion numérique de la région Bretagne. Mettez-vous dans le livre, j'ai dit que vous avez posé vos affaires. On va rester comme ça. Alors, on va commencer par le centre socio-communauté. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette action, son côté structurant, son côté aussi de passage de palier, en tout cas de différentes phases. On a passé une phase là, dernièrement, donc tu vas pas m'en expliquer. Et puis, dans tout ça, l'importance des alliances, l'importance aussi du voir collectif. On a parlé aussi autour des centres sociaux eux-mêmes, parce qu'on va parler des coopérations institutionnelles, territoriales, mais il y a aussi les coopérations entre les centres. Ça a aussi son importance. Oui. Alors, peut-être, c'est une histoire qui commence en 2016, en sachant, comme on l'a dit ce matin, que les préoccupations autour du numérique, de l'inclusion numérique, sont présentes dans les centres sociaux du Nord et du Pas-de-Calais depuis longtemps, comme ailleurs. En 2016, un centre social de Lille et un centre social de Tourcoing se disent il faut qu'on dépasse la création d'ateliers, de cyberpoints, de cyberbases, pour dire comment on peut faire bouger l'écosystème du centre social et dans sa relation avec les quartiers à partir du numérique. Donc, voilà, ils ne se parlent pas pour l'instant, mais ils ont à peu près la même idée de départ. Voilà, il y a des projets, il y a un dispositif FEDER qui existe, on rencontre la région qui dit mais ok, mais passer à une échelle supplémentaire sur du micro, 200 sociaux, ça ne m'intéresse pas. La personne, je ne sais pas si elle est encore là, quand je dis la région, c'est Isabelle Veller, elle est là-bas, c'est chez beaucoup. Et donc, on commence à dire, ok, on va réfléchir, et on réfléchit à élargir, alors on est aussi dans un dispositif plutôt quartier politique de la ville, voilà, on réfléchit à comment on va faire bouger les lignes du centre social sur le numérique, mais à plusieurs. Et comme se dessinent notamment des financements européens, on va y aller à 8, 2 x 4 pour essayer d'impacter notamment la complexité d'un projet européen. Et on va commencer à travailler sur voilà, comment, à partir de numérique, on va travailler sur les usages des habitants, comment on va travailler sur les pratiques des professionnels, comment on va travailler sur la relation à un territoire, comment on va travailler aux relations aux partenaires. Donc ça, c'est l'idée de départ. 8 centres sociaux donc, qui démarrent sur la métropole de Lille, appuyés sur notamment des fonds FEDER, mais aussi l'impulsion de l'État via la politique de la ville. Les CAF, la CAF du Nord qui va nous suivre, etc. Voilà, il fallait structurer un projet ambitieux. Donc, qui voulait dire ambitieux, c'est avec des sous. On s'était dit, il faut qu'on appuie l'accompagnement des personnes, il faut qu'on fasse venir également de nouveaux types de salariés pour nous accompagner. Mais l'idée, c'est bien de dire on ne part pas de spécialistes, mais on part de ressources qui vont nous aider à faire grandir les ressources internes, bénévoles et salariés du centre social. Donc voilà, 8 centres sociaux de la métropole de Lille, des financements conséquents européens via le conseil régional. Et on commence à travailler sur les pratiques des professionnels, sur qu'est-ce que ça bouge dans le centre social, qu'est-ce que ça bouge au niveau de la gouvernance. Et avec une idée forte qui est, même si on verra par ici qu'on a un peu bougé,
la méthode va faire le projet. Et c'est quoi la méthode? Parce qu'on a commencé aussi à se faire appuyer par des spécialistes du numérique et on s'est retrouvé que finalement, sur ces gens-là qui travaillent depuis longtemps sur le numérique, sur des méthodes qui ressemblent. Et c'est comment, à partir de ce que les habitants ont envie de faire, donc ça, travailler avec les habitants sur des réponses numériques à partir d'un sujet particulier, ce qui se passe dans un accueil de loisirs, ce qui se passe à l'accueil, ce qui se passe au niveau des inscriptions. Bref, on a essayé de balayer et de dire, voilà, il n'existe peut-être pas de réponse numérique, donc on va travailler, ce qu'on appelle avec vous, des ateliers participatifs, on échange, on crée comme nous, on sait faire, finalement, c'est l'ADN de la science sociale, et à partir de ce qu'ont dit les habitants, on va travailler, on appelait ça prototype pour se la jouer un petit peu au début, donc on va trouver des réponses numériques, des solutions numériques qu'on va tester, et si ça marche, ben, on l'adopte, on les sème même dans d'autres centres sociaux, dans d'autres centres sociaux. Voilà, c'était ça l'idée de départ, donc de dire qu'il faut créer des réponses numériques avec les habitants pour qu'elles soient adaptées. Par exemple, la première chose qui a été une évidence, c'était une sorte de borne. Il y avait plein de bornes qui existaient, le borne de la CAF, le borne du département, le borne de la préfecture, et finalement, les gens disaient on a du mal à s'y retrouver. Donc, on a commencé à travailler sur une borne qui disait mais vous, pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas, etc. Et donc, on a créé des bornes numériques, qui ont été d'ailleurs mobiles par la suite, bref, un certain nombre d'éléments et qui traversent le champ du centre social. Donc ça, ceux qui étaient dans l'atelier juste avant ont peut-être vu les détails. Il y a assez de documents qui existent pour voir quels sont les prototypes qui ont été créés. Voilà. La première chose, c'était de dire aussi, qui était important, c'est, tu parlais d'alliance, mais là, c'est comment également 8 centres sociaux vont travailler en coopération sur le même sujet. Voilà. Il y a une préoccupation et on va s'y mettre à 8. Alors, la métropole de Lille, c'est grand. Il y a le groupe des élites pour Quesnoy. 4 sur la couronne sud de l'île. Voilà, ils ont dit, voilà, on va travailler ensemble sur les profils de poste des salariés, sur l'évaluation, sur les prototypes, etc. Donc ça, c'était aussi un enjeu intéressant pour nous, c'est comment on fait travailler les 8 ensemble. Très rapidement, d'autres ont dit, on levait le doigt, on dit, moi, ça m'intéresse. Une deuxième expérimentation dans le Douai. Alors, on bénéficie à ce moment-là de financement européen via la région conséquent et aussi l'alliance forte avec la direction numérique du conseil régional qui dit oui, la première expérimentation est intéressante, on va vous appuyer ailleurs. Ce qui fait que, je simplifie, mais Isabelle pourra contredire, c'est que quand on redéposait un projet européen à Douai en s'appuyant sur notre première expérimentation, c'était très rapidement validé. Donc, on l'a validé là, on l'a validé ensuite dans le boulot et dans la centrale Bénois. Aussi, on s'est dit, il y a des choses un peu particulières dans le rural, et on a travaillé sur 8 centres sociaux, je ne sais plus, 6 ou 7 centres sociaux ruraux, d'ailleurs, de manière interdépartementale, et pas forcément sur des territoires contigus, mais ils se sont dit, tiens, nous, on a une réalité différente. Voilà. Et à la fin, nous vîmes 80 en arrivant au port, c'est-à-dire 80 centres sociaux qui étaient dans ce dispositif-là, qui étaient dans cette démarche de faire bouger l'écosystème numérique du centre social. Donc, c'était bien. Après, on s'est dit, 80, on est un réseau de 173 ou 174 centres sociaux, comment on passe à une échelle supplémentaire? Arrive le Covid et on s'aperçoit rapidement que les centres sociaux qui ont été dans la démarche centres sociaux connectés, mais aussi les autres, sont très réactifs et apportent très vite des réponses parce que ils ont créé du réseau, avec des fournisseurs de matériel, avec très vite ils peuvent adopter ou adapter des situations, le centre social à la maison, etc. Donc il se passe cette chose-là pendant le Covid où on est assez remarqué sur notre capacité à réagir et plan de relance européen dans le cadre du Covid et là encore, notre bonne fille Isabelle Zeller vient me voir à l'été et dit là, voilà, il y a une opportunité importante, mais il faut passer de 80 à beaucoup plus. Donc on dit ok, on va réfléchir à 80, mais il faut en plus. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les 6 ou 7 premières expérimentations, elles étaient portées par
c'est un projet européen par un centre social qui est porté pour les 4 autres ou les 8 autres, etc. Voilà, il y avait un chef de file qui était plutôt un centre social. Là, l'idée, c'était de passer à une dimension supplémentaire, mais qu'il fallait un seul pilote, quoi. Donc, le pilote, ça pouvait être que la fédération, quoi. Donc, avec très vite, quand on a commencé à projeter ce qu'il nous faudrait comme moyen, on arrivait à un projet à 4 millions et demi sur 2 ans. Le budget de la fédération, c'est 2 millions. Donc, on passait à une autre échelle. Voilà. Mais il fallait aussi aller dire est-ce que les 150, 170 voulaient y aller? On a eu des échanges quand même un peu, quelquefois musclés avec notre réseau, parce qu'il pouvait avoir aussi cette idée de dire est-ce que des moyens qui allaient directement aux centres sociaux vont aller sur un dispositif régional ou peut-être interdépartemental et qu'on allait perdre des moyens. Bref, il a fallu régler, et puis finalement, tout le monde a topé et on y est allé. Là, il fallait retrouver comment un projet sur 80 centres sociaux, on passe à l'échelle de beaucoup plus, 150, c'est dit 150 ou 170, mais on est beaucoup plus que 150. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on est structuré par assemblée territoriale, c'est-à-dire qu'on a divisé nos 2 départements en 11 territoires, et les assemblées territoriales sont en charge de développer des projets territoriaux. Et on s'est dit, ben voilà, il ne fallait pas que ce soit un projet descendant, même si on a structuré pas mal de l'économie générale et l'organisation générale était structurée de manière interdépartementale, mais il fallait que chacun refasse un projet de coopération territoriale. Donc, avec des réalités différentes, hein, le Cambrésis, une dizaine de centres sociaux, la Flandre maritime, autour de Dunkerque, une trentaine. Quoi. Donc, des réalités différentes, il fallait structurer. Avec des moyens, etc. Et donc, il fallait très vite également répondre à cet appel à projet européen dans le cadre de relance. Enfin, c'était fonds FEDER, mais de relance pour simplifier. Voilà, et donc on s'est lancé dans cette aventure-là de créer à partir d'un projet interdépartemental. Et il y a la collègue de Picardie qui est là, parce qu'au niveau de la région, donc, il y a 2 fédérations, la fédération Nord-Pas-de-Calais et la fédération des pays Picard sur 3 départements, et les collègues Picard qui étaient déjà dans la première expérimentation à partir de centres sociaux connectés ont développé un projet, on va dire jumeau, même s'il n'est pas exactement jumeau, mais en tout cas aussi un projet. Bon voilà, donc depuis le mois de juin, on est sur ce développement sur 150 centres sociaux, sur 11 territoires, avec des structurations en termes de ressources humaines importantes, hein. 57 ou 58 salariés qui ont été embauchés, une dizaine portés par la fédération et les autres portés par les centres sociaux en territoire, autour d'une volonté qu'on avait de dire voilà, on ne va pas nous travailler face à face avec les habitants, c'est le boulot du centre social, mais on va plutôt vous aider à structurer une économie du projet et à structurer un projet de coopération entre vous sur un territoire. Donc on a une dizaine, 11 projets territoriaux avec des cordeaux de territoire. Et ensuite, on a des chargés de transition numérique qui, là, dans chaque centre social, même s'ils travaillent sur plusieurs centres sociaux, qui vont faire bouger à partir des premières expérimentations, mais aussi de la réalité du centre social. Ils vont essayer de travailler le projet du centre social, de le faire bouger, le territoire et d'appuyer les équipes et le projet centre social. Voilà, donc là, on est dans cette 2e phase, hein, qui passe de 80 à une économie d'échelle hyper importante. Voilà, tout ça, ça a été possible parce qu'il y a des coopérations entre les centres sociaux, même si, voilà, quelquefois c'est un peu complexe, tendu. Qu'on a un partenaire d'origine fort qui croit à la réalité et du travail et à la pertinence du centre social sur un territoire et des centres sociaux de manière générale. Et on est allé agglomérer, puisque en gros le financement du plan de relance c'est 80%, il y a 20% les recherches, quand on est à 4,5 millions, 20% c'est important. Et notre volonté c'était de dire on ne va pas aller, parce que comme on ne fait pas le face-à-face avec les habitants, c'est pas ça qui était la priorité du projet, même si bien évidemment c'est important. On ne va pas aller solliciter des financements locaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas solliciter les villes, on ne va pas solliciter les intercos. Dans les premières expérimentations, les intercos y étaient. On ne va pas solliciter la CAF sur le fonds public et territoire.
Bref, pas de financement locaux. On va aller rechercher, par contre, nos partenaires habituels, mais sur d'autres fonds. Donc, on n'est que financé par les deux départements, le Nord et le Pas-de-Calais, et par les deux CAF, la CAF du Nord et la CAF du Pas-de-Calais. Voilà, ça nous a permis finalement assez rapidement de boucler notre financement, de le déposer très rapidement. Alors, avec plein de complexités, hein, ceux qui connaissent un peu le mécanique européen, on est sur un projet avec un chef de file de la fédération et 37 partenaires, ce qui est un peu unique dans l'organisation d'un projet européen. Voilà. Le projet, voilà, on est en route, les équipes sont en route. Hein. Une partie de l'équipe, notamment l'équipe de pilotage, est présente ici. Hein. Vous pouvez aller échanger évidemment avec eux. Voilà. Et là, on construit, on est un peu sur les diagnostics. Qu'est-ce qui se passe dans ton centre social aujourd'hui, le degré d'intégration des enjeux numériques, etc. Voilà. Avec un premier rapport évaluatif de la première vague, en fait. Voilà. Donc, ce qui est important hein, sur ce type de projet, c'est également qu'il faut très vite mesurer ce qui se passe, même si c'est sur des temps très courts. Donc, on a choisi, notamment dans les premières expérimentations, de s'appuyer sur une évaluation avec trois partenaires. Une première évaluation de qu'est-ce qui se passe dans le centre social, dans la gouvernance, dans la relation aux habitants, qu'est-ce qui se passe sur le territoire, et le troisième, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la montée en qualification des personnels. Voilà. Donc, on a fait trois évaluations hein, qui sont disponibles sur l'excellent site de la Fédération Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Et on a fait, d'ailleurs, parce que j'ai vu ce matin qu'il y avait des gens qui étaient crispés par rapport à Emmaüs Connect, notamment sur la montée en qualification. Alors, on n'a pas travaillé avec Emmaüs Connect, mais si ce n'est lui, c'est donc sa sœur avec Whittaker, sur ce qui pouvait bouger, en tout cas dans ce que pouvaient être les futurs profils ou des profils à faire bouger de salariés dans le centre social. Alors, on était prévu une petite intervention de M. Grave sur le pourquoi, finalement, la caisse d'allocation familiale a accompagné cet élan. Tu as un petit retour, je crois. Oui. Voilà, Philippe Grave, directeur de la CAF du Nord. Ouais, donc il ne peut pas être là, mais c'est vrai que c'est important. Alors, dans la première phase, mais aussi dans la première phase, nous avons suivi assez rapidement, c'était de dire en quoi nous, je vais parler de la CAF, mais on avait un peu la même chose avec l'État et les départements, en quoi c'est intéressant de travailler avec un centre social sur ce projet connecté. Le premier réflexe de tous, notamment de la CAF, c'était de dire, nous, notre caillou dans la chaussure, c'est l'accès au droit. Donc, on a dit, c'est bien, nous aussi, certainement un petit peu, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Quoi. Juste, ce qu'on voudrait, c'est au-delà de vos préoccupations, c'est important, bien évidemment, on va prendre en compte vos préoccupations, c'est il faut que vous nous appuyiez sur le projet global. Autrement, moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas si vous prenez un bout, l'autre prend un bout, donc soit vous prenez, soit vous ne prenez pas. Je simplifie, hein, mais on a bien évidemment entendu également les demandes des deux CAF et des deux départements. Et voilà, la CAF, notamment la CAF du Nord, elle a été dans l'impulsion parce qu'elle a dit OK, le directeur, enfin la CAF, je ne peux pas personnaliser, mais en tout cas, c'est lui qui l'exprime, il était persuadé que l'inclusion sociale, comme il l'appelle, elle ne peut se faire aujourd'hui sans un effort et sans l'inclusion numérique. C'était un préambule important. Que lui ne peut pas. Alors, c'est un caillou dans sa godasse, clairement, mais que ça, il ne peut pas le travailler tout seul et qu'avec cette équipe. Donc, il doit aller chercher des partenaires. Dans le Nord, 153 centres sociaux, donc c'est déjà un maillage important. Et dans la relation et la proximité avec les habitants et les territoires, et il n'y avait pas 150 partenaires, donc il a dit OK, j'y vais. Je regarde ce qu'il m'a dit. Oui, donc, et bien évidemment pour lui, l'usage, et il voyait très bien que dans la numérisation des relations entre la CAF et les habitants, il y avait plein de trucs qui foiraient. L'arroseur arrosé, puisque en gros, il y a eu une numérisation très rapide, mais finalement, ça ne suffisait pas et qu'il y avait un certain nombre d'allocataires de la CAF qui ne suivaient pas, et donc il fallait aller retravailler là-dessus et que ça passait aussi par une meilleure connaissance d'un certain nombre de choses des habitants.
Donc, sur ce maillage, ce que j'ai échangé aussi avec lui, c'est OK, et demain, on est là sur des fonds d'impulsion. Hein, les fonds européens sont des fonds d'impulsion. Il va falloir, et c'est une de nos préoccupations, hein, c'est comment on va, je vous l'ai dit, 4,5 millions sur un réseau de 170 centres sociaux, c'est important, mais bon, quand on travaille au nombre de centres sociaux, ça ne fait pas tant que ça. Donc il va falloir qu'on structure ça. Il pense que lui, comme il y a la CNAF, je vais vous faire passer des messages de la CAF du Nord. Je sais, mais j'en ai déjà parlé. Et voilà, en tout cas, il doit se passer, à notre avis, et à son avis, et au mien également, puisque là, on est sur la même longueur d'onde, c'est certainement qu'au niveau de la tauge, il faut réfléchir à des choses, et réfléchir à des choses aussi dans la proximité, quoi. Par exemple, on pourrait réfléchir à une prestation de service, comme vous l'avez fait sur la tauge jeune, prestation de service numérique qu'on pourrait expérimenter dans le Nord, et ailleurs. Il faut également que clairement ça se décline, également dans les schémas départementaux de services aux familles, c'est-à-dire que ça soit un axe structurant. Alors nous, ça allait un peu dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, mais pas de manière assez volontariste. Il faut que, et ça existe dans beaucoup de CTG, que ça se décline également dans les CTG. En tout cas, le modèle économique de ce système-là, il est important. Dans la proximité. Voilà. Et je pense qu'il est intéressant que les CAF, que ce soit une fonction à part entière dans un centre social, parce que là, on est sur des fonds, mais qui ne sont pas des fonds pérennes, même si on a des pistes, il y a un autre FEDER, etc. Mais ça me semble important que ce soit structuré là-dedans. C'est le message, un peu le mien aussi. Hein, Très bien. Je continue. Une minute. Top chrono. Non, mais je pense que j'avais tout dit là-dessus, mais réellement, on voit qu'il se passe quelque chose dans le projet centre social. Ça bouge dans les équipes, les collègues ont dû vous le dire, ça bouge du côté des habitants. Hein. Je pense qu'il y a Isabelle qui est là, qui est administratrice, qui est présidente d'un centre social, qui pourra également évoquer qu'est-ce que ça a bougé dans ce centre social. Ça bouge même dans des choses un peu à soupçonner, dans la gouvernance, par exemple. C'est vrai qu'on a pu prendre des décisions, faire des AG, échanger avec les habitants parce qu'on était prêts, parce qu'on avait du matériel. Enfin, bref, je pense que c'est... je me rappelle un président, quand on a présenté ça en 2018 à l'Assemblée générale de la Fédération, quand on a prononcé ça, quand on a présenté ça, voilà, est-ce qu'on y va? La première réaction, elle a été dit, mais votre truc, il est bien, mais ce n'est pas le boulot d'un centre social. Le boulot d'un centre social, c'est de faire de la relation, de toucher les gens, enfin, d'être en proximité avec les gens. Et là, si on met les pieds dans l'engrenage, on va casser les fondamentaux des centres sociaux. Là, on peut vous dire, 3-4 ans après, qu'on n'a pas cassé des fondamentaux, qu'il se passe des choses sur la réflexion, comment on accueille dans un centre social, comment le numérique peut aider. Je pense que Sabine de Centre social éco à Roubaix est présent. Comment on réfléchit à des outils qui vont simplifier l'accueil, qui vont simplifier la relation aux habitants, ceux qui ne savent pas écrire, etc. Bref, il y a pas mal de choses qui nous permettent de simplifier et qui n'ont pas cassé notre ADN de relation de proximité avec les habitants. Et dans le faire avec, puisque l'idée, on continue à travailler sur des prototypes, je crois qu'on ne les appelle plus prototypes, mais voilà, autour d'ateliers avec les habitants qui disent voilà, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on peut créer avec vous. Merci Thierry pour cette intervention. On prendra le temps d'une ou deux questions juste après. On va passer à une autre expérience qui est le Hub en Bretagne. Alors, Madame Duro, vous êtes chef de projet inclusion numérique dans la région de Bretagne. Et on sait que cette région, elle avait déjà structuré des choses autour de ce thème, des villes aussi qui ont des programmes importants. Et aujourd'hui, donc, vous êtes dans le Hub avec la Fédération des centres sociaux. Pourquoi ces choix de votre part, de votre institution? Oui, vous m'entendez? Oui, alors on est dans le Hub région Bretagne avec la Fédération des centres sociaux. Ravi de vous annoncer des lauréats de l'AMI depuis septembre. On n'est pas seul dans ce Hub. On a réussi
associé également le SGAR Bretagne, donc les services de l'État en Bretagne, et ainsi que Rennes Métropole et Brest Métropole, donc deux grandes villes du territoire, les deux métropoles du territoire, qui ont une certaine réputation sur le sujet de l'inclusion numérique. Le contexte pour nous, en fait, la région s'est toujours intéressée à la question des usages du numérique, bien que ce ne soit pas de son domaine de compétence. Le fait est que collectivité régionale, on a été à la manœuvre pour le développement des infrastructures du numérique, et ce qui a très très tôt posé la question des usages qu'il pouvait y avoir derrière. Donc la région a été actrice un petit peu dans les actions territoriales sur le numérique inclusif. À une époque, elle était présente sur la question des cybercommunes, par exemple. Puis, elle est intervenue sur un dispositif spécifique à la région qui était le Visa Internet Bretagne, qui a connu deux formats différents. On avait pas mal d'ambition à l'époque sur ce dispositif du Visa Internet Bretagne, qui se traduisait par un accompagnement des structures de type espace public numérique pour l'accompagnement des publics éloignés du numérique. Mais c'est une politique qui finalement n'a jamais vraiment n'a pas obtenu le portage politique nécessaire et du coup les financements qui pouvaient aller avec pour aller aussi loin qu'on avait l'ambition d'aller à l'époque. Et notamment tout le travail d'animation, d'accompagnement. On aurait voulu partir un petit peu sur la question de la formation professionnelle, des médiateurs et tout. Et finalement, on a été un petit peu bloqués dans nos actions. Les services n'ont pas été structurés en conséquence pour pouvoir asseoir une politique aussi dynamique qu'on aurait espéré. On se retrouve du coup quand même dans ce dispositif à accompagner 80 structures à peu près dans la médiation numérique. Et parmi ces structures, un certain nombre de centres sociaux. Ce qui nous a conduit, en fait, nous a amené finalement à se rapprocher à l'époque de la Fédération des centres sociaux de Bretagne, qui nous a permis de trouver en fait un interlocuteur qui gagnait de plus en plus en légitimité sur la question de l'inclusion numérique, qui avait cette qualité d'être quand même très présente sur le territoire, sur l'ensemble du territoire, qu'on soit sur les espaces ruraux ou les espaces QPV. Voilà. Donc on avait un acteur très présent, légitime sur la question de l'inclusion numérique, et était en train de monter en compétence, en expertise en fait sur ce sujet-là. Donc voilà, nous, ça nous permettait quand même d'avoir un seul interlocuteur, parce que finalement, on a fini par travailler par un système d'enveloppe globale versé à la fédération qui était en charge, elle, de répercuter auprès des structures qu'elle identifiait dans son réseau. C'est un partenariat qui nous a permis de gagner en visibilité en fait, sur le secteur de l'inclusion numérique pour nos collectivités régionales. Alors, l'autre contexte, c'est quand même que malgré tout, on reste quand même un territoire très, très dynamique en fait, sur les sujets de l'inclusion numérique. Je vous parlais de Brest Métropole, de Rennes Métropole. Il se trouve qu'on a la chance aussi d'avoir sur notre territoire une initiative de recherche, le groupement d'intérêt scientifique Marsouin, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui est financé à 100% par la région Bretagne, qui travaille plus particulièrement sur la question d'études des usages du numérique. Avec des baromètres qui sont publiés assez régulièrement et qui aujourd'hui sont des références au niveau national, voire international. Par ailleurs, on a quand même aussi une expérience très intéressante sur notre territoire qui est la mise en place d'un laboratoire d'innovation publique, structure qu'on retrouve aussi dans les Hauts-de-France, en partenariat entre la région et la préfecture, les services préfectoraux, donc le TILAB, qui, dans ses locaux, développe les activités d'un laboratoire, le Lab Access, qui est un laboratoire qui étudie l'accessibilité au droit dans un contexte de dématérialisation de l'administration. Donc voilà, on a quand même un terreau assez dynamique. Donc, on a un terreau dynamique, on a des actions, mais on n'a pas de financement vraiment purement région. Il se trouve que en 2020, on a eu, suite à une réorganisation des services dont je passerai le sujet, c'est vous compris.
a été élaborée quand même par la région une feuille de route stratégie numérique responsable qui a été votée par la région en février 2020. Donc, ça reste assez récent. Cette feuille de route, elle identifie 4 grands axes d'action. Quatre grands axes. Le premier parle du numérique responsable. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais la région a été labellisée numérique responsable. Le deuxième axe, et donc on laisse une part importante à la question de l'inclusion numérique. Et cet axe est annoncé avec l'ambition de s'asseoir sur un dispositif que l'on avait identifié, qui est ce fameux appel à projet de la Banque des territoires pour la constitution de hubs des acteurs de l'inclusion numérique. Donc, nous, on a identifié ce dispositif comme étant une possibilité de peut-être réussir à trouver l'organisation qui permettrait de pouvoir redynamiser un peu les dispositifs qu'on avait imaginés, mais surtout, on a pensé à pouvoir aller vers cette AMI en l'associant au travail qui était en cours sur la rédaction des nouveaux programmes opérationnels FEDER, donc des financements européens pour la nouvelle programmation 21-27. Donc, la prochaine programmation, on vous a pas mal parlé de FEDER, il se trouve que c'est la région qui est à la manœuvre, enfin qui est gestionnaire des fonds européens, et on a cette possibilité de travailler en fait sur les programmes opérationnels et sur à quelle finalité, en respectant les grands principes horizontaux de la Commission européenne, bien entendu, mais on va avoir la possibilité de décliner sur une politique qui nous paraît prioritaire sur le territoire. Et là, on a travaillé en fait sur l'identification d'une enveloppe conséquente pour les questions d'inclusion numérique. Donc, voilà, finalement, il y avait une première vague pour l'AMI, une deuxième vague arrive en novembre 2020, et à partir de là, nous, notre objectif, on sait bien que la région n'est pas complètement légitime sur la question de l'inclusion numérique. Donc, pour nous, il était intéressant quand même d'aller chercher aussi les collectivités territoriales. On a réussi à récupérer le SGAR, les métropoles. On a travaillé longtemps avec les départements qui, pour une question d'agenda politique, n'ont pas pu co-signer la candidature en juillet 2021, parce qu'on était un mois après les résultats des élections, mais avec qui on travaille aujourd'hui pour les remettre dans la vie. Et alors, à ce moment-là, pour nous, on avait besoin de gagner un peu en neutralité. Il ne fallait surtout pas que pour nos partenaires, le hub breton apparaisse comme l'outil de la région Bretagne. Donc, il nous a semblé intéressant et pertinent de chercher un porteur opérationnel qui avait une légitimité sur le sujet, qui était connu et reconnu des institutions sur l'ensemble du territoire de la Bretagne. Et en plus, on avait l'expérience de travail avec la fédération. Donc, c'est comme ça qu'on a pensé à la fédération. On a eu des premiers échanges avec eux. On leur a suggéré le sujet dès avant l'arrivée de l'AMI, d'appel à projet. Mais c'est comme ça qu'on a pensé à la fédération. Et puis, de l'expérience qu'on a vue, la première vague des hubs, c'est que dans certains territoires, le portage a été assuré par des consortiums, ce qui a sans doute complexifié l'atterrissage du dispositif et la mise en œuvre du dispositif. Donc, pour nous, c'était intéressant d'avoir en une seule structure quelqu'un d'assez légitime, en fait, pour pouvoir porter le projet de hub breton. Quelqu'un d'assez légitime, quelqu'un qui avait les reins assez solides aussi pour assurer le portage salarial, financier, l'avance financière qu'il pouvait y avoir. Donc, c'est comme ça qu'on a présenté le projet à la fédération qui a pris forme de réflexion, bien entendu. Non, ça va permettre de passer le micro Absolument. À Antoine, qui est chef de projet hub territorial pour un numérique inclusif. Et juste, puisqu'on est sur ça, le hub, ça dépasse aussi la compétence centre social. Puisque c'est une plateforme de partenariat finalement qu'il faut animer. Comment vous vous êtes inscrit dans cette dynamique avec la région? En fait, à la base, moi, je n'étais même pas sur ce chantier de l'inclusion numérique pour la fédération. C'était Raymond Gégou, qui est notre délégué,
qui était censé l'animer et qui déjà était largement débordé et qui avait des difficultés pour aller sur ce chantier-là. Et moi, j'étais sur le chantier vieillissement. Et en fait, sauf que le chantier vieillissement, chantier inclusion numérique, il y a un petit lien qui est fait. J'ai commencé à mettre les mains dans le cambouis. Et d'ailleurs, je regarde Claire qui est dans la salle avec qui je suis allé animer des permanences numériques pour découvrir ce que c'était et pour pouvoir en parler derrière. Et en fait, ce qui fait qu'on est arrivé à ce partenariat avec la région Bretagne, c'est qu'on s'est rendu compte que ce que je disais tout à l'heure quand je posais ma question, c'est la multiplicité des acteurs. C'est-à-dire entre les collectivités territoriales, les institutions, MSA, CARSAT, Pôle emploi. Quand on commence à ouvrir la porte de l'inclusion numérique, en fait, elle est multiple. Et donc, ça demande beaucoup d'énergie d'aller frapper à chacune de ces portes. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire au nom de la fédération pour montrer pour démontrer ce qui est fait dans les centres et ce qui peut être faisable aussi. Et c'est ce qui fait qu'en fait, à un moment ou à un autre, on s'est dit, effectivement, avec la région, on avait cette enveloppe qui était de 60 000 € pour 30 centres, dont nous, fédération, nous ne touchons d'ailleurs absolument rien. C'était juste de l'argent qui transitait au travers de la fédération et qui retombait dans les centres. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on s'est dit, d'un côté, on avait le soutien de la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 2 000 €, d'un autre côté, de la région Bretagne à hauteur de 2 000 €. Et en fait, petit par petit, on se dit, en fait, ces gens-là, il faut les mettre autour de la table, autour d'une même table, il faut qu'ils parlent d'inclusion numérique entre eux pour pouvoir déjà savoir ce qui se passe sur le terrain et pour que leur financement et les financements qu'ils souhaitent flécher sur l'inclusion numérique, ils aient une efficacité et une pérennité. D'où le fait que là, on va démarrer notre travail. Hein, on n'a même pas encore signé la convention avec la Banque des territoires, mais le but, c'est vraiment de se dire qu'il y a une jonction qui soit faite entre les financements, les besoins d'inclusion numérique, enfin, les financements fléchés et les besoins des centres qui aujourd'hui, c'est ce que tu disais très bien tout à l'heure, ont besoin d'un modèle économique, ont besoin des centres et pas que, parce que là, c'est un peu la particularité, c'est que, et c'est un peu hybride aussi, c'est que moi, je vais être mis à disposition par ma fédération pendant 18 mois sur ce projet-là, à temps plein. Et on va recruter deux ETP et demi, en plus de mon poste à moi, et j'ai quelqu'un qui me remplace sur mes missions. Donc, c'est un peu la particularité. La difficulté, c'est effectivement de mettre tout le monde autour de la table, avec parfois des collectivités qui ont la tête dans le guidon et qui n'ont pas de temps en fait, à donner à autre chose que déjà leur propre projet à leur échelle. Donc, c'est comment les amener à penser que ce qu'ils vont apporter, on va leur rendre à un moment ou à un autre. C'est un peu la difficulté. Et puis parfois aussi avec des acteurs, alors je ne veux pas du tout jeter mon dévolu sur la CAF, mais des acteurs des caisses qui, au niveau local, n'ont aucune expertise et aucune connaissance de la thématique. Mais par contre, à qui on dit du jour au lendemain, vous avez une enveloppe de 30, 40, 50 000 € à développer, à mettre en place sur les sujets d'inclusion numérique. Donc en fait, sauf qu'ils ont cette enveloppe-là, mais ils ne savent pas comment la dépenser, en fait, puisqu'ils connaissent peu ou pas. Je ne parle pas pour toutes les CAF, mais nous, quand on est venu frapper à notre porte, c'était on ne sait pas. Alors, il y a, sur la caisse primaire d'assurance maladie, il y a une mission d'accompagnement qui a été créée au niveau national, et c'est super. Donc, il y a un salarié qui est dédié à temps plein pour accompagner les caisses locales, mais ce n'est pas le cas forcément d'autres institutions. Et donc, c'est aussi les mettre en dynamique et leur permettre de pouvoir échanger entre elles. Très bien. Merci Antoine. Alors, c'est bien ce que tu fais directement la transition avec ce qui va te dire après. Peut-être qu'ils vont te répondre d'ailleurs. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Je dois aussi tenir les timings, donc un peu compliqué. Je vous remercie de votre participation à cette table ronde. On va engager sur la deuxième, on prendra les questions plutôt à la fin, à mon avis, parce qu'on a des contraintes d'horaire juste après. Merci à vous pour ces belles actions. Alors, pour continuer, j'appelle donc Aurélie Tricot, chef de projet partenariat d'accueil et inclusion numérique à la Caisse nationale d'allocation familiale. J'accueille Magali Rimbaud, chargée de mission accès aux droits et parcours assurés à la Caisse nationale d'assurance du vieillesse. Et j'appelle Myriam Bouzeriba, qui est chargée de mission famille et politique territoriale à la Caisse centrale mutualité sociale agricole. Quelqu'un peut se mettre à côté de moi, je vais me sentir seul. J'allais oublier quand même. Tariq,
Notre président est adoré avec nous aussi. Finalement, je vais commencer par la Caisse nationale d'allocation familiale. Des questions, on ne va pas vraiment de répondre. En tout cas, on voit dans ce qu'on a pu voir dans les ateliers, dans ce qu'on a pu voir dans les actions qui viennent d'être discutées et présentées, cette recherche des synergies et de s'adosser au réseau des centres sociaux. Pour vous, en quoi ça fait écho finalement à votre politique institutionnelle? Bonjour à toutes et tous. Alors, j'ai bien compris dans les échanges de tout à l'heure et dans nos échanges aussi off, qu'évidemment, l'accès au droit, ce n'était pas tout ce que faisaient les centres sociaux, mais c'est malgré tout un enjeu et un objectif sur lequel on se rejoint. Donc, on a vraiment cet enjeu commun, on va dire. Et on a aussi entendu ce matin que le numérique, ça portait beaucoup de risques, mais que c'était aussi un levier d'accès au droit et d'inclusion numérique. Donc, ce que je voulais vous proposer, c'est de vous présenter peut-être 2 programmes qu'on met en œuvre pour travailler sur ce sujet et qui sont en lien avec les centres sociaux. Le programme, tout d'abord, des partenariats d'accueil. Depuis de nombreuses années, les CAF, elles ont développé des partenariats de proximité et les centres sociaux sont bien placés pour le savoir. Des partenariats de proximité pour des structures qui, dans le cadre de leur propre mission, sont amenées à recevoir des publics CAF et à les accompagner sur des démarches CAF. Alors, évidemment, ça permet d'intensifier, d'avoir un maillage, ça on l'a dit ce matin, mais ça permet aussi de toucher des publics qui ne viendraient pas en première intention dans l'institution CAF, étiquetée, administrative, etc. Ça favorise quand même grandement l'accès au droit. Donc, on a 2 labels, un point numérique CAF, point relais CAF, depuis 2015, et de nombreux centres sociaux font partie de ce dispositif. Alors, pour nous, il y a une vraie plus-value à travailler avec les centres sociaux sur cet axe. On l'a vu avec toute cette tradition de partir des besoins des habitants. Les centres sociaux connaissent très bien les habitants, les associent pour la construction des actions. Ça veut dire qu'on propose des actions sur mesure qui partent des leviers de motivation des publics. Et donc, en ça, pour nous, c'est vraiment une plus-value qui est proposée par les centres sociaux comme acteurs partenaires d'accueil des CAF. D'ailleurs, Jacques-François l'avait signalé ce matin. En gros, dans les 2 plus-values, il avait dit la pratique active et le réseau, le maillage. Donc, ça, c'est peut-être un premier point. Dans le même ordre d'idée, on est aussi partenaire des France Services, mais peut-être je reviendrai tout à l'heure. Et sinon, on va vous parler rapidement, alors, ça a été évoqué tout à l'heure par la Bretagne, on a aussi un programme inclusion numérique qui a été déployé en 2018 dans la continuité de la stratégie nationale pour un numérique inclusif, à laquelle on a participé en tant que rapporteur. Et l'idée, c'était d'un petit peu de structurer toutes les actions menées par les CAF sur ce sujet, avec 4 grandes directions. Détecter les publics qui peuvent être en difficulté avec le numérique. Alors, ceux qui viennent à nous dans nos accueils, aujourd'hui, on a à peu près 25% des publics qui viennent dans nos accueils qui sont très éloignés du numérique et qui ont besoin d'un accompagnement renforcé, mais également aller vers ceux qui ne viennent pas nous voir. Comment prendre les devants, aller vers eux par des contacts proactifs, etc., pour éviter des ruptures de droit, etc. Le deuxième sujet, c'est d'accompagner les publics dans la réalisation des démarches en ligne CAF. On l'a vu ce matin, la dématérialisation, les démarches se font de plus en plus en ligne. Comment on les accompagne sur cette transition? Tous ne sont pas aussi à l'aise. Évidemment, toutes les CAF proposent des accompagnements numériques dans les accueils, mais aussi de nombreux partenariats, dont on parlait juste avant, avec des partenaires qui accompagnent les usagers dans les démarches CAF. Et ce matin, il y a eu la conférence de presse Cenax, dont j'ai des chiffres tout frais grâce à Eric. Merci. 96% des centres sociaux ont des actions de médiation numérique. Donc, source Cenax toute fraîche. Évidemment, il y a aussi un axe orienter les publics vers les formations de compétences numériques de base, pour ceux qui souhaitent et qui se former. Et puis, le dernier axe qui va bien on va dire dans la thématique d'aujourd'hui, c'est agir ensemble. Et agir ensemble, c'est agir ensemble en interne, en transversalité, associer tous les métiers de la CAF sur ce sujet transverse, mais également agir ensemble en externe, du coup avec tous les partenaires et les écosystèmes
institutionnels, associatifs et autres. Voilà. Donc, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que ce programme, il s'appuie particulièrement sur l'expertise des CAF, mais de 2 CAF particulièrement, les CAF Labo du Nord. Donc, la CAF du Nord n'est pas là, mais en tout cas, je salue tout le travail qui est fait. Vous pourrez repasser le message dans l'autre sens. Voilà, 2 CAF qui, donc le Nord et l'Isère, qui font vraiment un énorme travail de connaissance des publics CAF éloignés du numérique, parce qu'il peut y avoir une petite variante voilà, dans nos publics à nous, d'expérimenter des actions en faveur de l'inclusion numérique et surtout de les évaluer. Et tout ce qui est évalué ensuite, et les actions les plus probantes sont ensuite partagées avec l'ensemble du réseau. Donc évidemment, ça c'est vraiment on va dire 2 programmes plutôt axés inclusion numérique. Mais si on revient à l'accès au droit du départ, évidemment, il y a beaucoup d'actions qui sont menées par la CNAF, au-delà de ces sujets qui touchent à l'accompagnement numérique pur. On parle du rendez-vous des droits que vous connaissez sans doute, tout ce qui est data mining pour détecter les droits automatiquement, les parcours attentionnés, etc., etc. Voilà. Et donc, en gros, toutes ces actions, elles intègrent de manière un peu transverse l'inclusion numérique avec voilà, c'est vraiment de se dire, dans tous les projets, l'inclusion numérique, ce n'est pas juste un projet en tant que tel, c'est une intention qui est portée dans l'ensemble de nos projets de manière transversale. Très bien, merci. Alors, on dit qu'il y a des choses qui nous rejoignent sur plein de thématiques. Madame Rambo, est-ce que c'est un peu pareil au niveau de la CNAB? Ouais, évidemment que je ne vais pas vous dire non. Mais ça tombe bien. Alors, effectivement, nous, au niveau de notre rôle en tant qu'action sociale retraite, le fil conducteur de notre politique, c'est évidemment de travailler à prévenir les effets du vieillissement. Or, parmi les principaux facteurs de prévention, les principaux facteurs de perte d'autonomie, le premier, c'est l'isolement social. Donc, 12 partenariats institués, structurants, historiques avec les centres sociaux, qui est d'ailleurs ancré dans notre convention d'objectifs et de gestion. Particulièrement sur le public senior, je pense que vous le savez au moins aussi bien que moi, avant 75 ans, la fracture numérique, elle est plus sociale que générationnelle. Il s'agit moins de développer des dispositifs spécifiques aux seniors que d'adapter vraiment l'approche du numérique au centre d'intérêt de chacun et donc de diversifier les formats pour répondre à toute la variété des besoins. Un chiffre qui illustre bien cette notion, c'est que 2/3 des internautes de 60 ans et plus utilisent Internet pour maintenir des liens avec la famille et les proches. Donc, on voit bien là l'élément central du levier de motivation qui est le lien social. Donc, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, d'autant plus que le lien social, c'est le premier vecteur de prévention de perte d'autonomie et à l'inverse, l'exclusion numérique, c'est l'un des premiers facteurs aggravants d'isolement social. Donc, là, je réfère aussi à l'étude qu'avait faite les petits frères des pauvres là-dessus. Donc, on voit bien là le caractère central du dispositif. Et la particularité aussi par rapport au public senior, c'est que le numérique requiert une certaine confiance en soi pour oser l'utiliser, se tromper, recommencer. Or, sur le public senior, on a des mécanismes assez importants d'autocensure qui les empêchent aussi d'utiliser les outils. C'est plus de mon âge, c'est trop compliqué, etc. Et donc, la nécessité, c'est bien ici de comprendre les enjeux de la numérisation de la société, ses opportunités, de permettre d'avoir les clés vraiment pour moins la subir et donc de prendre conscience de l'étendue des possibles qu'offre le numérique. Donc, on est bien là sur un enjeu de pouvoir d'agir. Donc là, on utilise bien la même philosophie, finalement, d'approche vraiment globale en mettant la personne au centre du dispositif.
Et donc, nous avons développé un atelier collectif autonomie numérique, donc en interrégime avec la MSA, la CNRSL, la GERCARCO et également en partenariat avec la CNSA, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, on est vraiment axé sur cette pédagogie-là que du coup, vous, en tant que centre social, évidemment, vous partagez et que vous mettez en œuvre. Qui est centré vraiment sur l'adaptation à la personne face à l'hétérogénéité des profils et des besoins, des niveaux d'aisance aussi avec le numérique. La participation aussi grâce à des pédagogies actives, voilà, des usages divers, etc., pour vraiment stimuler l'intérêt dans l'apprentissage. La posture, bien sûr, de l'animateur sans infantilisation, ce qui est important pour le public senior, et du coup, dans l'idée de convivialité et de lien social, bien sûr, qui sont déterminants. Donc, voilà, sur la dynamique, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que je voulais vraiment centrer ça sur l'idée que le pouvoir d'agir est prépondérant et que je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait qu'il était nécessaire aussi d'outiller effectivement aussi les caisses au niveau régional qui sont amenées à financer du coup, des projets qui leur sont soumis. Et donc, ce référentiel autonomie numérique, c'est finalement le gage de qualité qu'on demande aux porteurs de projets de suivre. Donc, que ce soit sur les projets portés par les structures interrégimes en atelier collectif, mais également par les conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, pilotées au niveau local par les départements et donc au niveau national par la CNSA, donc qui vont utiliser cette matrice aussi. Donc ça, c'est l'outil garant de la qualité et on voulait vraiment le mettre le lien social au centre de notre démarche avant l'accès au droit, en fait, finalement, parce qu'on a vraiment analysé le fait que pour garantir une autonomie numérique aussi dans le temps, il fallait répondre d'abord aux besoins et ensuite ouvrir la palette des possibles. Donc, c'était vraiment là la philosophie sur laquelle on s'est ancré, qui est commune à celle des centres sociaux. D'où le fait qu'on a réalisé aussi ce guide ensemble, qu'on s'est dépêché de réaliser, Frédéric, Luc et moi, pour ce colloque. Je crois que vous avez pu... vous avez été distribué ce matin. Donc voilà, il présente bien voilà, tout ce dispositif commun qu'on a essayé de mettre en place. Alors, je ne sais pas s'il a été distribué ce matin, mais c'est sûr, vu qu'il y a l'atelier demain, il sera distribué demain. Bon, voilà, dans les modalités. C'est un petit peu. Merci. Donc, Madame Bouzaliba, Caisse centrale mutualité sociale agricole, je vais poser la première question et on va enchaîner sur la deuxième en même temps, comme ça. Il y avait la première question de qu'est-ce qui fait écho finalement à la politique au sein de la MSA, et peut-être un regard un peu plus rural, mais aussi avec un regard très transversal, puisque la Caisse porte l'ensemble des sujets de la naissance au décès. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point qui va revenir après en deuxième question, on voit bien malgré tout qu'on peut avoir des stratégies segmentées sur les politiques publiques. Comment votre institution, ou en tout cas la perspective, s'annonce sur le fait que autour de ce sujet numérique, finalement, on est un peu obligé d'être sur des coopérations et des décloisonnements. J'essaie de faire une réponse aux deux questions en même temps. Alors... En même temps, on va faire un, deux. Ça se rejoint, il y a pas mal de choses qui se rejoignent en fait dans les deux questions. Alors, pour ne pas être sur de la redite, hein, parce qu'il y a aussi des caisses de protection sociale et du coup, on peut faire pour rapprocher un petit peu le micro. Accès au droit. Je vais juste compléter peut-être aussi avec la vision qu'on a sur l'importance de travailler sur la question du numérique, notamment pour les territoires ruraux. Pour nous, le numérique, en fait, c'est un levier pour plusieurs choses. Alors, ça a été dit, et très bien dit, c'est l'accès au droit avant tout.
mais pas seulement. On le voit bien dans les territoires ruraux, mais pas seulement. Le numérique, c'est aussi un levier pour accéder aux services, au-delà d'accéder aux droits. Alors, ne serait-ce que par les services qui ont développé eux-mêmes une approche numérique, mais on a aussi des services qui développent une offre numérique qui permet à des personnes en territoire isolé d'y accéder aussi. Et ça, c'est important de le dire. C'est également le développement de la démocratie participative. Et en fait, ça fait écho à un atelier où j'étais tout à l'heure, où c'est venu sur la table. Mais c'est vrai que le numérique peut être aussi un levier et nous amène aussi à nous re-questionner dans des démarches territoriales sur la façon de refaire société ensemble, de partager des constats, partager un vécu, partager une expérience sur un territoire et de fait de construire ensemble, de co-construire des solutions et de faire des propositions citoyennes, travailler avec les élus et les acteurs du territoire. C'est aussi pour certains territoires ruraux le développement économique et social, et donc c'est aussi contribuer à la redynamisation de ces territoires, parce qu'on le voit, le numérique permet à des petits entrepreneurs, des artisans, de redévelopper une offre commerciale et une offre économique, et donc de redynamiser les territoires ruraux et de refaire un peu attractivité de ces territoires. Mais comme l'a dit ma collègue Jonathan, c'est aussi développer la capacité d'agir des populations. Et parce que derrière, il y a sur la médiation numérique, il y a tout cet enjeu sur l'accompagnement aux usages, l'accompagnement à l'acquisition de compétences cognitives liées aux usages numériques. Et ça contribue vraiment à développer une capacité d'agir des populations. Après, sur la logique de coopération, ça fait complètement écho avec ce qu'on essaie de faire, parce qu'on essaye d'avoir la même logique sur le numérique que sur d'autres sujets tels que le développement de services aux familles, le développement de services aux aînés. C'est d'essayer que nos caisses de MSA continuent à avoir une logique de coopération territoriale dans les territoires ruraux, donc au plus près du territoire de vie et des populations. Et ça pour plusieurs choses, parce que ça contribue à la fois à avoir un partage d'expérience, parce qu'on a tous, en tant que on a tous une relation aux usagers différente, et dans cette interconnaissance-là, ça nous permet aussi d'affiner, de mieux comprendre en fait les besoins de ces usagers, et donc de mieux définir les solutions ou les réponses à apporter. Et donc ça c'est assez important d'avoir cette logique de coopération, parce qu'on est dans cette logique de mieux comprendre les besoins de ces usagers et d'y avoir en fait une réponse très adaptée. Ça permet aussi d'additionner nos forces, parce qu'on a chacun des moyens humains, financiers, chacun une expertise, et finalement l'addition de ça et la complémentarité de ça nous permet aussi d'offrir des solutions plus ambitieuses. Vous évoquez l'aspect financier, mais il n'y a pas que l'aspect financier sur la logique d'ambition de nos solutions. Il y a aussi la structuration, l'aspect organisationnel, et de compléter nos forces fait qu'on arrive à avoir des réponses les plus adaptées à un public transverse. Parce que sur votre deuxième question sur la transversalité, alors c'est vrai que la MSA depuis longtemps développe une approche territorialisée. À côté de ça, on a toujours une approche par public, on a toujours un accompagnement spécifique pour des publics spécifiques, jeunesse, personnes âgées, en situation de handicap, public fragile, mais on constate quand même que finalement, à bien y regarder, on y repère des communs en fait dans ces publics-là, et finalement, le fait d'agir sur ces communs et de proposer une logique transversale fait qu'on peut y apporter des solutions plus efficientes. Alors, efficientes parce que on a du coup une action à plus grande échelle,
On a une mutualisation de nos moyens, je le redis, sur moyens humains, moyens financiers, mais aussi moyens organisationnels. On a aussi, vous parlez de lien social, et c'est aussi important de travailler la transversalité parce que finalement, de ne pas stigmatiser les publics et d'avoir plutôt une logique transversale, on permet aussi au public de sortir de l'isolement et surtout de sortir parfois de la stigmatisation qui peut être aussi un frein à leur venue sur une action collective ou sur une action spécifique par peur d'être stigmatisé. Et ça, c'est assez important. Il y a aussi la logique de mixité des populations que vous, les centres sociaux, vous faites très bien. Parce qu'en fait, finalement, quand on arrive dans un centre social, on n'est pas équipé public fragile, senior ou jeune. On est simplement, on ouvre la porte et on est usager d'un centre social. Voilà, on est citoyen d'un territoire et on vient dans un centre social pour porter aussi des initiatives. Et on le voit bien, finalement, c'est un peu se questionner sur qu'est-ce qui fait commun, quel est le besoin commun. Et au final, l'idée, c'est peut-être pas de se poser la question sur quel est le besoin de ce public spécifique, mais quel est finalement le besoin de l'usager. Et c'est de traiter l'usager en tant que dans ses besoins relatifs à comment accompagner l'usager à l'accès au numérique, donc faciliter l'accès aux outils, ne serait-ce que ça. Comment accompagner l'usager à acquérir les compétences liées au numérique pour, du coup, avoir un usage qui lui permet d'accéder aux droits, qui lui permet d'accéder aux services, qui lui permet aussi de porter des initiatives citoyennes, parce que, et on l'a vu, hein, je pense que le confinement, en tout cas le premier confinement, a fait émerger pas mal d'initiatives citoyennes. Et nous, en tout cas, on a repéré aussi un besoin de structurer ces initiatives. Et le levier du numérique pour la structuration de ces initiatives nous semble assez cohérent avec les enjeux de société. Et pour nous, c'est un peu ça qui fait transversalité. Merci beaucoup. Je sais que l'on vous contraint par le temps, donc c'est pas simple. Comment cette transversalité, vous l'envisagez, on va passer à la CNAV, vous, au sein de la perspective finalement de la médiation numérique? Oui, alors au niveau de la transversalité et effectivement du décloisonnement qui est effectivement central, il y a, j'allais dire, deux niveaux. Nous, la complexité, d'autant plus en temps de baisse de retraite, c'est qu'il y a quand même pas mal de régimes. Donc, d'où le fait que le nouvel atelier autonomie numérique, nous l'ayons réalisé en interrégime. Donc, encore une fois, comme je le disais, CNAV, CMSA, CNRACL, avec la GERCARCO, mais également en partenariat avec la CNSA, donc, qui pilote les conférences des financeurs de la perte d'autonomie, donc ce qui est quelque chose de central parce que ça place ce référentiel d'action collective de prévention autonomie numérique comme, encore une fois, l'outil à utiliser par tous ces acteurs qui travaillent à la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées et donc qui peuvent piloter, mener des projets d'inclusion numérique. Donc ça, c'est central. Donc, si c'est possible de mettre la slide 2, juste pour qu'on ait ensuite une illustration. Sur le second niveau, peut-être dans le maillage territorial, puisque comme le dit la collègue de la MSA, au niveau du décloisonnement et puis également de l'ancrage, du maillage territorial, c'est important de le mettre en place. Et donc, l'idée, c'est à la fois de travailler en amont de la mise en place de cet atelier autonomie numérique avec toute une action de sensibilisation, de détection des publics, évidemment aussi, et puis d'orientation vers cet atelier collectif. Donc là, on voit que tous ces acteurs-là peuvent être en amont du parcours pour orienter vers cet atelier, mais du coup, encore faut-il qu'ils aient la connaissance
de cet atelier et de quand est-ce qu'il va se tenir, etc. Et donc là, toutes les informations sont disponibles en ligne sur le site pourbienvieillir.fr avec l'outil Trouver mon atelier, où on a tous les ateliers qui sont recensés par territoire. Et puis ensuite, en aval, c'est-à-dire qu'une fois que l'atelier a été fait, si la personne senior se dit mince, ça je l'ai vu, je l'ai appris, je ne m'en souviens plus, récupérer mon mot de passe, etc., je ne sais plus, si elle a besoin d'un coup de pouce ponctuel, d'une réassurance aussi, elle a aussi cette boucle d'acteurs qui lui permettent de la remettre sur pied et de ne pas sortir de l'autonomie numérique qu'elle avait réussi à conquérir. Donc, on a bien là finalement une boucle essentielle de coordination qui est très importante pour garder nos publics autonomes numériquement dans la durée. Et donc, évidemment, les centres sociaux sont particulièrement impliqués dans ce maillage, que ce soit en amont ou en aval, mais également avec effectivement tous nos autres partenaires dans le champ de l'action sociale pour les publics seniors. Merci. Donc, on voit bien une logique territoriale, peut-être un outil qui fait levier et qui permet une coordination pluri-partenariale. Alors, j'entendais bien tant sur les territoires par rapport à l'offre que autour des intercaisses qui sont dans un monde complexe. Voilà, très bien. Et alors, au niveau de la CNAF, on va continuer dans l'intercomplexe. Non, mais je voulais juste partager avec vous peut-être quelques exemples de coopération nationale, puisqu'on a parlé pas mal du territorial en première partie de la table ronde. Alors, on peut citer l'exemple des France Services, qui sont un exemple dans un lieu unique. Une personne peut obtenir des informations sur l'ensemble des démarches liées à sa situation, quel que soit l'opérateur concerné. Donc, voilà, c'est une réponse unique. Et d'ailleurs, même la formation de ces structures, et je sais que plusieurs centres sociaux ont cette labellisation France Service, même la formation de ce dispositif, elle a été co-construite par l'ANCT, la Banque des Territoires, avec les 9 opérateurs, dont les collègues font partie également, avec les 9 opérateurs. Et on est sorti du modèle où il y a 3 jours de formation Pôle emploi, 5 jours de formation CAF, par une formation par situation de vie. Et pour chaque situation de vie, l'ensemble des opérateurs interviennent ensemble pour parler de toutes les démarches liées à cette situation. Donc ça c'est peut-être un premier exemple. Et on est là sur un dispositif qui en plus s'adresse à tous les publics, pour le coup, qui est moins segmenté. Alors, évidemment, comme les collègues, on a des coopérations intercaisses. Alors, dans notre cas, notamment avec les collègues de l'assurance maladie, il y a pas mal d'actions qui, pour le coup, sont plus là aussi sur des parcours de vie, des situations, parcours naissance, parcours séparation ou autres, mais qui permettent de faire des coopérations et qui nécessairement s'appuient là encore sur des partenariats. Et les centres sociaux ont aussi leur place dans ce schéma de partenariat autour de ces situations de vie, travailler avec les collègues. Peut-être vous parler d'une initiative un petit peu plus, qui nous concerne plus particulièrement, toutes les 3 en tout cas, puisque depuis octobre 2018, on a initié ce qu'on appelle un club des opérateurs pour l'inclusion numérique. Et en fait, on se réunit très régulièrement pour échanger sur toutes nos actions qu'on mène les uns les autres sur ces sujets, voir dans quelle mesure il n'y a pas des thématiques pour lesquelles on aurait intérêt à travailler ensemble, les questions qu'on se pose, partager des initiatives locales inspirantes qu'on pourrait ensuite rediffuser dans l'ensemble de nos réseaux, ou au contraire appuyer des coopérations locales quand le lien quand il y a une envie locale, on peut nous venir en appui. Donc c'est vraiment une démarche tout à fait modeste et pragmatique, mais on est dans l'échange d'outils, etc. Et puis, alors Margot n'est pas là, je pensais lui passer la parole. Non, j'allais l'excuser juste après votre prise de parole. Je vais juste dire un petit mot, mais il y a peut-être aussi tous les espaces d'échange qui sont ouverts dans le cadre de la stratégie nationale pour un numérique inclusif. Alors, on peut parler de numérique en commun, bien sûr, mais aussi de tous les dispositifs territoriaux tels que les hubs, dont on a eu l'exemple tout à l'heure, les TANI,
les territoires d'action pour un numérique inclusif, qui sont autant d'espaces qui permettent un peu ces coopérations et cette transversalité entre les différents acteurs et qui favorisent le décloisonnement, hein, qui est tout à fait souhaitable pour fluidifier le parcours des usagers. Et puis, ça a été dit aussi par les collègues de la table ronde précédente, pour mutualiser aussi les ressources dans une logique de commun. Merci. Alors, effectivement, nous devions avoir Madame Margot Abtel, qui est chef de projet Société numérique au sein de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Mais vous savez bien qu'on est dans une période un peu compliquée, donc Covid ou cas contact, en tout cas, voilà, on discute son absence. Merci pour vos interventions. Et puis, alors, Tariq Touria, président de la Fédération des centres sociaux de France, au vu de ce qu'on vient d'entendre, alors le côté territoire, le côté décloisonnement des politiques publiques, le côté synergie des acteurs dans les territoires eux-mêmes, cette logique de situation plutôt que de tranche d'âge, enfin, de tout ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que toi, au titre des centres sociaux de France, tu pourrais en dire? Eh bien, ce que je pourrais en dire, c'est qu'effectivement, la question de l'enjeu de la synergie des politiques publiques est un enjeu essentiel, qu'il n'y aura pas de solution face aux enjeux actuels de la société numérique et de tous les bouleversements qu'on a aujourd'hui et qui nous attendent, parce que c'est pas terminé. Il n'y aura pas de solution avec des politiques cloisonnées. Il faut les décloisonner. On a vu dans les expériences listées, effectivement, des modes de coopération qui permettent de mettre en chemin ensemble des acteurs pour un objectif commun. Et donc, de faire des vrais effets d'échelle, de transformation des territoires et des choses vraiment fortes et passionnantes. On est malgré tout encore loin de véritables politiques décloisonnées, même si effectivement chaque acteur, et on le sent dans tous les discours qui ont été donnés par les intervenants, il y a une volonté de travailler ensemble, il y a une volonté de coopération, il y a une volonté de partir effectivement des territoires plutôt que des publics, etc., etc. Mais comment ça s'assemble concrètement sur le terrain la plupart du temps, comment ça s'assemble en termes de financement, et bien là, il y a encore énormément de travail. Et c'est ce qui nous attend. Il a été évoqué la question de financement pérenne des actions numériques pour les centres sociaux. C'est effectivement un enjeu pour nous. Le numérique fait partie maintenant du cœur d'un centre social et est une action, est un moyen au service du projet centre social et à ce titre-là devra être financé demain. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une phase de transition numérique qui fait que on est en décalage entre une politique publique et les financements associés et la réalité de ce qu'il faudrait. Alors, évidemment, les centres sociaux, animateurs de territoire, porteurs de l'animation globale, on parlait de la conférence de presse, c'était Cenax, mais c'était aussi les 50 ans de l'animation globale, de la prestation de services animation globale, et je pense que c'est important ce soir de se dire que effectivement c'est au service de l'animation globale que le numérique doit être déployé. Donc, est-ce qu'il faut demain une COG spécifique, une prestation de service spécifique sur le numérique, ou est-ce que c'est au titre d'une animation globale renforcée? Enfin, il y a plein de formes différentes, mais en tout cas, la question du financement se pose. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que ces façons de travailler, cette question de l'animation globale, le numérique vient les percuter, vient les enrichir, vient les
transformer. Et c'est tout ça aussi. Enfin, c'est pas seulement des difficultés, c'est pas seulement des complexités de financement, etc. Mais c'est aussi extrêmement fécond. Moi, je voulais aussi revenir sur le numérique humain et solidaire. Et c'est vrai que quand je parle de financement, on peut peut-être se dire qu'on a un vrai problème de question de pérennité des emplois. La question des modes contractuels, des intervenants autour du numérique dans nos structures est un vrai sujet. C'est-à-dire que cette fameuse société numérique humaine et solidaire, si elle se construit sur des CDD renouvelés de manière permanente avec une incertitude quasiment le dernier jour du contrat pour savoir si on va avoir un nouveau financement pour une prolongation du contrat ou une nouvelle forme, etc. Il y a une contradiction inhérente entre ce qu'on veut porter et ce qu'on veut développer. Et je pense que la coopération entre nos acteurs doit être aussi au service de ça. Et ça m'amène à ma troisième remarque qui serait de dire que effectivement le numérique pour nous, il doit se faire, mais pas à n'importe quel prix. Il doit se faire avec une dimension éthique qui est absolument essentielle. Vous l'avez évoqué de ci, de là, mais effectivement, c'est pas au détriment de la question des ressources planétaires, pas au détriment de la question des données, du respect des données privées, pas au détriment du social, pas au détriment du lien entre les gens, etc. Et je pense que c'était important de se redire. Voilà. Et tout ça, tout ce que je développe là, c'est pas très original, c'est le manifeste qu'on a sorti il y a, je sais pas, le temps passe tellement bizarrement depuis Covid, un an et demi, un petit an et demi, je crois, et voilà, et donc on retrouve ce que j'ai dit. Très bien, merci Tariq. On arrive à la fin de cette table ronde. Ne partez pas tout de suite. Enfin, il y a un contretemps d'horaire peut-être, effectivement. Est-ce qu'on prend une ou deux questions? Est-ce que dans la salle, vous avez une question à poser? Ou pas, hein, sinon je libère. Oui, moi, ce que je me demandais, c'est que finalement, là, dans tous les échanges qu'on a eus, on parle donc, voilà, de coopération entre les différentes institutions, les différents services, les différentes collectivités, mais on oublie souvent finalement comment on intègre l'habitant, l'usager, comme vous dites, dans ces parcours, comment on intègre les usagers de tous ces services dans l'évaluation de ce qui est mis en place par chaque structure dans le parcours numérique, comment on les implique dans les futurs dispositifs, les futurs parcours qu'il va y avoir. J'ai l'impression que souvent, en fait, c'est un peu au détriment finalement de l'ayant droit, que tout ça est réfléchi, que tout ça est pensé. Et moi, je mets les mots en contact quotidien et on ne voit pas souvent, on subit, nous aussi, qui accompagnons, on subit toutes les évolutions, toutes ces nouvelles plateformes, ces nouvelles dématérialisations, ces nouveaux droits qui peuvent être ouverts et qui sont toujours de plus en plus numérisés. Donc, même là, je me demande un peu comment dans tout ça, on prend en compte vraiment l'usager, le meilleur droit. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Question complexe. Nous, on peut bien répondre pour les centres sociaux, c'est évidemment à partir de nos territoires. Je suis assez d'accord. On peut répondre sur ce qui est la logique des sites, puisque je sais que vous avez des tests sur l'usager numérique, même si effectivement c'est souvent à remettre en question, c'est ce qu'on se disait. Mais après, dans la politique publique en général, moi je n'ai pas la réponse. Tenez. Oui, après, je reviens sur ce que je disais. Nous, en tant qu'action sociale retraite, justement, on place vraiment les besoins de la personne au cœur du dispositif, avec au centre vraiment le lien social. D'où aussi le fait que l'outil qu'on a créé, c'est un atelier collectif.
parce qu'on mise vraiment sur le lien social au centre du dispositif et en leur disant qu'ils ont vraiment un intérêt à se former au numérique, pas uniquement pour leur accès aux droits, pour déclarer leurs impôts, etc., et parce que aujourd'hui c'est plus facile, mais avant et de prime abord, par et pour toute l'ouverture sur le monde que ça leur offre. Donc, on met vraiment les besoins de la personne senior au cœur du dispositif parce que c'est le premier levier de motivation pour se former. Voilà, en tout cas, nous, sur la politique en termes d'action sociale, ce que je pouvais dire, je vais laisser là. Je peux juste compléter avec un exemple. De plus en plus, en fait, au niveau national, les différentes caisses qu'on peut représenter, on a une logique de parcours parfois et une logique aussi d'accès numérique à nos services. Et en fait, on utilise de plus en plus l'expérience usagée pour réaliser en fait ces parcours. Et je prends par exemple la mise en place d'un atelier mémo santé pour les parents, en fait, alors là qui est du coup plus institutionnellement porté par la MSA, mais pour vous donner un exemple, hein, et je sais que les autres confrères le font aussi, en fait, donc il y a eu un concept de créer un prototype, et en fait ce prototype il a été affiné avec un groupe de parents qui ont été invités sur une expérience de cet atelier. Et en fait, cette expérience-là, cette expérience usagée, nous a permis en fait d'y apporter les ajustements et les modifications nécessaires pour que, du coup, lors de ces ateliers-là, qui sont en fait des ateliers numériques, enfin des groupes de parole à distance, en fait, des webinaires pour les parents sur l'alimentation du jeune enfant, le sommeil du jeune enfant. Et finalement, en fait, pour voir si dans l'expérience usagée, on arrivait à atteindre nos objectifs qui étaient de communiquer une bonne information, de réussir à faire en sorte que les parents échangent entre eux, de voir s'ils avaient l'ergonomie de l'outil était assez simple à l'usage et si finalement les objectifs qu'on souhaitait atteindre via ces ateliers étaient atteints. Voilà un exemple. Merci. Du coup, de toute façon, je vais dans le même sens que ce qui a été dit par les collègues. Effectivement, il y a l'association des usagers sur la construction des services en ligne, l'association des usagers sur la construction des parcours. Et après, je vous donnais tout à l'heure l'exemple de la CAF du Nord, qui est CAF Laboratoire pour l'inclusion numérique. Du coup, leur mission, c'est aussi de vraiment faire des enquêtes approfondies sur qui sont les publics éloignés du numérique. On leur propose des actions et ces actions sont systématiquement évaluées. C'est-à-dire qu'il y a des questionnaires de satisfaction qui sont faits. L'an dernier, on les avait réunis aussi pour des focus group, pour qu'ils nous expliquent qu'est-ce que ça vous a apporté vraiment au-delà d'être capable de faire une démarche CAF dans votre vie quotidienne. Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise pour aller vers d'autres usages, pour faire d'autres choses, etc. Donc, on essaye effectivement de recueillir le feedback des usagers aussi pour faire évoluer les offres et se dire, là, peut-être il faut rectifier le tir, ça ne marche pas, ça ne correspond pas à leurs besoins. Et on le fait aussi beaucoup grâce aux partenaires comme les centres sociaux qui connaissent bien les habitants et qui travaillent très régulièrement avec nous sur la construction des offres. Merci. Je peux m'autoriser une dernière question, juste pour pousser l'idée, vu que vous représentez des caisses nationales, et là je vais me faire un peu le porte-parole de certains médiateurs et médiatrices numériques. On sait qu'il y a une difficulté parfois des gens d'aller jusqu'au bout d'une démarche en ligne parce qu'ils ont peur. Les impôts aujourd'hui ont ce qu'on appelle un site bac à sable. C'est-à-dire on peut faire une démonstration jusqu'au bout sans avoir peur de faire une mauvaise démarche. C'est une vraie demande depuis très longtemps des médiateurs et des médiatrices numériques d'avoir des sites bac à sable. Et je vous pousse aujourd'hui, parce que même les caisses locales nous disent nous on fait remonter. Et voilà, je vous pousse l'idée aujourd'hui, est-ce qu'il serait possible d'avoir des sites bac à sable sur les sites CARSAT, MSA, CAF, comme le font sur les impôts. Alors, effectivement, je vous remercie de la question. Non, mais c'est un sujet dont on est hyper conscient, qui est hyper handicapant pour les médiateurs, mais même pour les collègues chez nous en interne.
On n'a pas de site miroir, comme on dit, ou bac à sable. Alors, les impôts ont fait ça depuis très longtemps avec ce site bac à sable qui fonctionne bien, qui est d'ailleurs en ligne sur le kit d'intervention rapide des aidants numériques. Pôle emploi a fait ça il n'y a pas longtemps. Ils ont fait des super maquettes dynamiques. Donc, ils sont partis sur l'idée plutôt de maquettes dynamiques que de site bac à sable. Mais ça rend vraiment le job. Et voilà. Et donc, on a commencé à le faire nous aussi, puisqu'on a désormais quelques maquettes dynamiques sur le même modèle que celle de la DGFiP et de Pôle emploi, qui ont notamment été développées dans le cadre des nouvelles modalités de connexion à la personne sur le site CAF. Et évidemment, le projet, c'est de pouvoir en développer de plus en plus à l'avenir, parce qu'on sait que ça répond à un réel besoin des usagers, des médiateurs et des accompagnants de toutes les institutions. Voilà. Mais message bien entendu, après, je fais remonter moi aussi.